tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau vlog rétro dans lequel nous allons aborder un film qui m'est régulièrement demandé dans les commentaires, dans les messages privés, on demande souvent mon avis sur The Thing, le film de John Carpenter. Il se trouve que le film de John Carpenter, c'est un film sur effectivement lequel j'ai un avis un peu marginal, effectivement je suis pas très fan du film, mais c'est plus pour des raisons très personnelles, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de naturellement extrêmement paranoïaque et qui suis en même temps extrêmement fan des extraterrestres. Donc The Thing, ça devrait être l'union sacrée pour moi, ça devrait être le meilleur film du monde, et au final, dans la filmographie de Carpenter, c'est celui que j'aime le moins. Et je trouve que sur certains aspects, il est pas des plus intéressants ou des plus prenants, ou que les scènes sont pas, en termes de la mise en scène, les plus intéressantes possibles. Mais il y a tout un tas de choses très intéressantes quand même dans le film. Donc c'est pas vraiment un film sur lequel je peux faire un pourquoi j'ai raison, vous avez tort, ou un hors-série. C'est plus un film sur lequel j'ai un avis différent et c'est tout, quoi. Donc, on va revenir là-dessus, mais je me suis dit, au cas où j'aurais pas grand-chose à dire sur le film, ce serait peut-être plus pertinent de le prendre dans un certain contexte. Et ce contexte, ça pourrait être les différentes adaptations qui ont été faites de cette même nouvelle qui est à l'origine de The Thing, le roman qui s'appelle Who Goes There, une expression de base anglaise qui a été traduite en français par un truc basique du style la créature venue de l'espace ou je sais pas trop quoi, et qui a été adaptée sous plusieurs formes, mais qui généralement est la même histoire donc d'un groupe de scientifiques qui recueillent une créature dans un centre de recherche et tout un tas de problèmes s'en suivent. Mais il y a des versions différentes du coup en fonction des films. Je me dis que ça pourrait être intéressant du coup de voir les différentes adaptations qui ont été faites, en commençant par la première, The Thing from Outer Space, sorti en 1951 et réalisé par Christian Nyby, un réalisateur qui n'a pas fait grand chose de très intéressant, je vais vérifier. Alors en tout cas au cinéma, non, rien qui soit particulièrement mémorable. Par contre, il a participé à quelques séries intéressantes comme L'Homme qui valait 3 milliards ou La Quatrième Dimension. Sans doute parce qu'il a bossé sur The Thing à un moment dans sa carrière et c'est pour ça qu'il a dû être appelé. Il a fait plusieurs épisodes apparemment de La Quatrième Dimension. Mais je comprends qu'on l'ait pas particulièrement appelé pour faire des films d'horreur ou quoi que ce soit ou pour parler de trucs parce que le film n'est pas particulièrement mémorable. Alors il y a plusieurs différences dans cette version-là. On a d'une part une caserne militaire et d'autre part un centre de recherche scientifique qui sont tous les deux basés en Alaska et non pas en Antarctique. Je sais pas pourquoi, parce que les visuels pourraient tout à fait passer pour l'Antarctique et pas juste pour l'Alaska, mais peut-être qu'ils voulaient être honnêtes avec les lieux de tournage, encore que ça a l'air peut-être clairement tourné en studio. Mais en tout cas, chez eux, c'est en Alaska. Et donc, un des soldats de la caserne est envoyé pour enquêter sur le crash d'un objet quelconque, et il découvre, enfoui sous la glace, un vaisseau extraterrestre, qu'il va essayer avec le groupe de scientifiques de déterrer, sauf que ils vont complètement foirer le truc, et les décharges explosives vont faire exploser le vaisseau lui-même en plus de la glace. Mais coup de bol, entre guillemets, ils découvrent un corps pris dans la glace, le ramènent dans leur centre de recherche, et pendant une des nuits, le corps se libère de la glace, et commence à semer le chaos dans la station en assommant des gens. Et c'est à peu près le seul élément d'horreur, le seul élément vraiment horrifique qui est dans ce film, c'est le fait que la créature assomme des gens. Il y a le petit bonus ajouté du fait qu'il aspire le sang des chiens, mais c'est pas exploité dans le film. Très honnêtement, c'est du film d'horreur à l'ancienne, et genre le bas de gamme. Vraiment le bas de gamme du film d'horreur, c'est grosso modo juste une créature qui avance au fond d'un couloir avec éventuellement une lumière un petit peu tamisée, mais pas trop longtemps parce qu'il faut qu'on voit les trucs quand même, et en faisant c'est-à-dire 90% des créatures de l'époque, les momies, Frankenstein, les zombies, machin, ils faisaient tous le même truc, et celle-ci n'a vraiment rien de spécial pour la démarquer des autres, si ce n'est peut-être aspirer le sang, mais on le voit jamais à l'écran, donc il n'y a jamais cet impact en plus. On pourrait croire que un film d'horreur de l'époque serait pas spécialement horrifique, mais quand on remonte ne serait-ce qu'au proto-film d'horreur, par exemple Nosferatu, il y a quand même quelque chose d'intrinsèquement horrifique dans ce truc-là. C'est pas juste un homme dans un costume qui est en train d'avancer avec les bras en avant, quoi. Même un film comme L'étrange créature du lac noir a quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau du travail de l'horreur, notamment avec tous ces plans subjectifs sous-marins, c'est ce qu'on appelle le regard mystérieusement autre, ça pourrait être juste le regard de la caméra, ça pourrait aussi être la créature elle-même, donc il y a quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau du travail de l'horreur dans l'étrange créature du lac noir, qui doit dater de tête, je dirais que c'est 54, je l'ai quelque part là-dedans, mais j'ai la flemme de le sortir, je crois que ça doit être aux alentours de 54, l'étrange créature du lac noir, c'est-à-dire juste 3 ans après celui-ci, et c'est quand même autrement plus travaillé en termes d'horreur, quoi. Ce qui me plaît bien pour ma part, et ce que je trouve un peu original, c'est le côté très scientifique. Ils insistent beaucoup sur le jargon qui est utilisé par les scientifiques, et ils discutent beaucoup de leurs méthodes et de leurs procédures quand ils sont à la caméra, ce qui
économise aussi beaucoup de temps à filmer juste des dialogues, du coup c'est pas très cher, la caméra juste filmer des gens qui disent on va prendre ça, on va prendre un marteau ici, puis on va taper là, puis on va machin, plutôt que de le montrer en train d'être fait, ce qui est plus onéreux. Mais c'est vrai que du coup il y a pas mal de discussions par rapport à la science, et on voit pas mal de procédés plutôt scientifiques, même si c'est des procédés de l'époque, dont certains qui sont plutôt intéressants visuellement. Le moment où, qui d'ailleurs, de façon assez intéressante, est le seul passage que Carpenter a repris visuellement dans la cassette vidéo de l'autre équipe, on y reviendra quand on sera sur son film à lui, et il y a donc ce moment où ils se mettent autour de la forme du vaisseau sous la glace, ils regardent sous leurs pieds jusqu'où à peu près les formes s'arrêtent, et ils s'éloignent les uns les autres pour essayer de trouver la forme et la taille du truc, quoi. Et ça fait un plan qui est plutôt sympa, c'est un plan qui est assez large, les humains sont assez petits, tu vois qu'ils font une forme qui est assez grande, et du coup c'est quelque chose qui visuellement est plutôt intéressant, et qui passe bien, et qui fait quelque chose d'assez sympa à l'image. Et puis tout le film est axé sur cette question qu'on se posait beaucoup à l'époque, la guerre des mondes arrivera aussi en 54 pour poser à peu près la même question, c'est à quoi ressemblerait une vie extraterrestre, comment est-ce qu'ils s'adapteraient, qu'est-ce qu'il y aurait comme différence et qu'est-ce qu'il y aurait comme point commun. Et donc du coup eux partent à fond du côté scientifique sur l'idée donc que la créature, alors attention c'est pas du tout la même chose que dans la version de Carpenter, vous allez être surpris, la créature est végétale. C'est une forme de vie qui vient des plantes, qui a évolué depuis les plantes, et non pas depuis les animaux et les mammifères. Ce qui peut passer, ce qui peut être vachement intéressant, j'ai déjà vu le concept traité dans d'autres trucs de science-fiction, des trucs qui se rapprochent des formes de vie qui sont basées sur d'autres éléments, comme le sodium ou le soufre, la place du carbone, un truc genre là dans X-Files, enfin bon, c'est déjà arrivé. Mais ça passe tout de suite beaucoup moins bien quand le film lui-même persiste à appeler sa créature une grande carotte. It sounds like, well, just as though you're describing some form of super carrot. This carrot, as you call it, is constructed in aircraft. Comment veux-tu que la créature te foute les boules quand les personnages eux-mêmes sont en train de dire donc en fait on est en train de se faire attaquer par une grande carotte? Aïe. Aïe. Non, ça fait mal, vraiment. C'est difficile d'être effrayé par quoi que ce soit quand c'est fait quand on en parle comme ça, quoi. C'est difficile d'avoir peur d'une grande carotte. Mais au moins, du coup, ça insiste vachement sur le côté scientifique, et il y a un truc intéressant qui, notamment par rapport à l'analyse comparative avec celle de Carpenter, c'est que le scientifique dans cette version-là est à fond avec la créature. Vous savez, c'est un peu cliché, encore une fois, mais c'est le cliché du scientifique qui, d'un seul coup, est fasciné par sa découverte et qui lui laisse prendre le dessus et fait des actions un petit peu dingues. Le truc, c'est que du coup, c'est le seul aspect qui évoque ce qui est censé être présent dans la nouvelle d'origine. La nouvelle d'origine, comme la version de Carpenter, a une créature qui reproduit physiquement les personnes, un doppelganger, et le côté paranoïa, du coup, n'est représenté que par cet aspect-là, que par le côté est-ce que le scientifique est en train de nous faire un coup dans le dos, est-ce qu'il faut qu'on le surveille ou pas, mais il n'y a pas du tout cette question d'avoir peur les uns des autres, de se demander est-ce que toi tu peux en être un, est-ce que toi tu peux en être un, est-ce que toi tu peux en être un. Ce qui est un petit peu dommage, ce qui est un peu quand même censé être la base du truc, quoi. Du coup, c'est quand même un film qui est monstrueusement plat, monstrueusement chiant, même au niveau de la lumière. Il y a un passage où la créature se retrouve un tout petit peu dans l'ombre et est dessinée uniquement par un projecteur de côté, etc. Justement, ils font exprès de rallumer la lumière. C'est le problème qu'il aurait posé. Merde, on n'a plus la lumière, rallumez-la. C'est en sorte que le film se fasse moins peur, quoi. Retirez tous les trucs de peur, mettez de la lumière, qu'on voit bien la créature avancer connement au fond du couloir. Enfin, c'est dur, c'est très très dur. Qui plus est, comme on n'a pas ce côté paranoïa, on n'a pas ce côté fin ouverte non plus. La fin est absolument évidente, brusque, directe. Elle est chiante parce que les personnages sont même pas spécialement enjoués d'avoir survécu à cette créature. Ils sont même pas spécialement en train de faire la fête, ils sont même pas spécialement en train de boire un coup, ils sont même pas en train de... T'as l'impression qu'ils reviennent de la dernière partie de golf à la fin du film, et pourtant t'as l'impression qu'ils se font une espèce de trip. On est aussi important et intéressant que le jour où la Terre s'arrêta, avec une espèce de discours à la fin, moralisateur du style vous voyez, c'est bien la preuve, gardez les yeux vers le ciel, surveillez bien le ciel, surveillez bien les étoiles, les machins, parce que en gros dans tout le délire, la vie existe, surveillez le ciel, surveillez machin. Ouais, c'est très particulier. Peut-être aussi très marqué d'un début de guerre froide. Ça fait à peu près 3-4 ans que la guerre froide a commencé à ce moment-là. Je sais pas quand a été fait la nouvelle pour le coup. Non, la nouvelle date de 1938. Mais alors du coup, en 38, il y a peut-être une peur de la montée du nazisme ou un truc dans ce genre-là, un truc un peu différent. C'est pas la même période en tout cas, c'est pas la guerre froide dans la nouvelle. Mais c'est en partie ce que devait évoquer du coup le film à ce moment-là. Un petit côté guerre froide, peut-être que c'est le côté on a peur de ce qui pourrait arriver, surveiller le ciel, peut-être que les Russes vont être machin, etc. Il pourrait y avoir un petit peu de ça, mais très franchement dans le film ça passe pas et tu vois pas ce que le film essaie de faire passer, si ce n'est faire un film avec un monstre, quoi. Franchement, c'est pas très intéressant. Et t'as l'impression que c'est peut-être pour ça, du coup, qu'ils ont inclus cette espèce de romance
pourri au milieu, qui fonctionne pas vraiment, qui mène un peu à rien, mais qui est une romance très particulière parce que c'est un personnage qui a couché avec une secrétaire du là où il bosse. Lui n'est pas spécialement son patron, enfin je crois pas. Et en fait, elle passe son temps à l'humilier, je crois, en rappelant qu'il a couché avec elle, ou un truc genre là, mais il me semble qu'elle passe son temps à l'humilier, à faire des remarques, à faire des trucs sur lui, et qu'il y a du coup une tension qui est créée par rapport à ça, et je trouve que ça mène jamais à nulle part, mais je comprends pas pourquoi c'est là non plus. Est-ce que la créature serait comparée à une femme? Il y a un aspect, du coup, c'est une plante, c'est une rose, c'est un truc, et du coup elle est dangereuse, elle a des épines, ou je sais pas. Je sais pas, c'est particulier. Le rapport aux femmes est très particulier dans cette question de The Thing. Dans tous les films, il y a des trucs bizarres par rapport aux femmes. Là, il y en a deux par rapport à The Thing suivant qui n'a aucune femme. Mais justement, il y a peut-être un sens au fait qu'il n'y ait pas de femme dans l'autre The Thing. Mais là, c'est vraiment très très particulier. Enfin, vraiment, ça a l'air inutile, tu sais pas trop ce que ça fait là. Donc bref, autant dire que personnellement, The Thing from Outer Space, je recommande pas. Je recommande pas spécialement. Donc voilà, c'est à vous de voir, mais personnellement... Je conseille pas. Restez-en à celui de Carpenter si vous avez déjà vu celui de Carpenter, et si vous ne l'avez pas vu, regardez celui de Carpenter, ce sera, à mon avis, plus intéressant que celui-ci. Passons donc à celui de John Carpenter, The Thing de 1982. Cette fois-ci, donc, l'histoire, comme dans la nouvelle d'origine, se passe en Antarctique et suit les problèmes autour d'une créature qui peut prendre l'apparence donc des gens qui sont dans le centre. Il a plus ou moins, Carpenter, essayé de faire de ce film la suite de celui de 51, sans vraiment que c'en soit une. En fait, l'équipe norvégienne qu'on voit au début du film, qui a déjà affaire à la créature et qui la remet dans les pattes de l'équipe du film, serait plus ou moins l'équipe de scientifiques du premier film, qui est censé être en Alaska, donc y a rien à foutre là. Mais comme je vous l'ai dit, à un moment, du coup, ils vont dans leur centre de recherche et ils se trouvent une cassette, et dans cette cassette, il y a exactement ce qu'ont fait les scientifiques du premier film dans celui-ci. Donc, spirituellement, on va dire, dans l'idée, c'est plus ou moins une suite, mais c'est avant tout un remake et sa propre version, sa propre adaptation du coup de ce roman. Mais du coup, eux ont fait le choix que les personnages du coup du film n'aient pas été chercher la créature, qu'elle leur soit tombée dans les pattes. Je dis ça en ayant un petit rectus en coin parce que c'est un chien, donc un chien leur est tombé dans les pattes. Mais du coup, c'est un changement particulier. Honnêtement, je saurais pas dire exactement quel sens il a. Parce que je saurais pas tout à fait dire quel est le sens global de cette version de The Thing, mais donc l'idée c'est que la créature entre à l'intérieur du centre de recherche, commence à prendre l'apparence de certaines personnes et de certaines créatures, puisque ça peut aussi prendre l'apparence des chiens, et il faut donc essayer de s'en débarrasser, et le grand dilemme, la grande source de paranoïa et de tension, c'est de se demander qui est la créature. Qui pourrait être la créature? Il faut donc essayer de la trouver dans celui-ci par le biais d'un test sanguin. Le test sanguin, du coup, qui doit être dans la nouvelle et qui doit être ce qui a donné la créature qui aspire le sang dans l'original. Du coup, cette version-là est quand même beaucoup plus intéressante parce qu'elle est fondamentalement basée sur la question de la paranoïa. Je dirais que le problème que j'ai eu, c'est que chez moi, le film a beaucoup mieux marché la première fois que je l'ai vu. Déjà, assez évident. Mais au revisionnage maintenant, je trouve que la paranoïa a vraiment du mal à fonctionner parce qu'en fait, tu te rends très vite compte qu'elle est assez artificielle. C'est-à-dire que les personnages ont un comportement qui est généralement volontairement bizarre, spécifiquement pour t'induire une certaine crainte et un certain doute vis-à-vis du personnage, uniquement pour que du coup tes soupçons soient détournés de la vraie personne qui a été contaminée et qui est la créature. Contrairement à un film comme Alien, je trouve que The Thing ne marche qu'au premier visionnage, en tout cas pour cet aspect-là, pour l'aspect paranoïa et pour l'aspect tension, quoi. C'est la seule tension que le film travaille vraiment. Et le truc, c'est que Alien, même une fois qu'on connaît l'histoire, continue à être intéressant et continue à être angoissant à cause de son travail de l'ambiance et à cause de sa façon de gérer la tension et de gérer les différentes scènes d'angoisse et de peur. Quand on cherche la créature dans les entrepôts, quand on est dans les conduits de ventilation en train d'avancer très lentement, etc. C'est tout un tas de situations qui sont naturellement angoissantes, qui te foutent naturellement les boules à cause de la situation, de la quantité de lumière, des bruits qu'il y a, de la musique notamment qui est au-dessus. Et je trouve que dans The Thing, c'est l'exact inverse. C'est quelque chose qui est sans doute très personnel, hein, mais je trouve que la musique gâche tout sentiment d'horreur que le film essaierait de créer. Je trouve que ce battement cardiaque au synthétiseur, la rythmique,
est trop présent et fait trop synthé et fait trop est trop présent dans la scène. Et du coup, t'empêche d'avoir vraiment une angoisse parce que t'as pas vraiment une angoisse, t'écoutes juste le rythme en fait. Je sais pas si du coup le problème c'est que la musique est mauvaise ou trop bonne en fait. Tu restes plus en train d'écouter le rythme et le travail le design sonore que ça te met vraiment en angoisse. Tu le trouves angoissant ou un truc dans ce genre là. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me dérange avec cette bande son qui est trop du design sonore à certains endroits, mais du design sonore qui est trop simpliste. C'est vraiment genre une note au synthétiseur quoi ou un truc dans ce genre là. Donc c'est très particulier. Ou beaucoup trop orchestral et au point d'en être un peu ridicule presque. Il y a eu des passages du film où j'ai eu l'impression qu'ils réutilisaient les musiques du film d'avant. Ce dont j'ai pas trouvé de preuve sur un Wikipédia ou sur un truc en ligne, mais j'avais l'impression que quand ils explorent la base d'origine, que donc Carpenter fait plus ou moins symboliquement celle du premier film, j'avais l'impression qu'il y avait la musique du premier film qui était réutilisée. Et d'un coup, c'était une musique vraiment 50s orchestrale d'horreur d'époque, très criarde d'un coup dans ces images, et je trouve que c'est mon problème avec The Thing en fait, c'est que toutes les images sont trop criardes, tous ces plans un petit peu étranges et silencieux sur le chien qui a des attitudes bizarres et tout dans ce genre là, justement le silence est pas très pesant en fait, t'as plus l'impression d'avoir du son naturel que d'avoir un silence, et comme tu sais pertinemment ce qui se passe, c'est pas vraiment une angoisse que tu ressens, c'est plus il va se passer machin, etc. À cause d'une mise en scène qui me semble un peu bancale, un peu trop souligner certaines choses ou dans certains trucs, je trouve que c'est très difficile à faire marcher la deuxième fois et peut-être même la première. Honnêtement, avec mon regard actuel, peut-être que même le premier visionnage de The Thing m'aurait fait cet effet-là. En revanche, s'il a été assez grossier sur la plupart des trucs, il y a un point sur lequel il a été doué, c'est comment déjouer tes attentes par rapport à qui pourrait être l'alien. Il fait du coup cette décision de filmer le chien qui va voir quelqu'un dans une pièce, et au lieu de filmer la personne, il filme l'ombre chinoise de la personne projetée sur le mur. Ce qui fait que tu sais pas qui est la personne qui était dans la pièce, t'as un doute, parce que tu sais qu'il y a celui qui s'occupe des chiens, et tu te dis le chien a dû aller le voir, mais il aurait pu aller voir n'importe qui, donc du coup, ça, pour le coup, c'est bien fait. Ce qui est moins bien fait, c'est que du coup, le maître chien, par la suite, il lui donne exprès un comportement qui est extrêmement suspect et extrêmement louche. Le mec fait des pauses, reste regardé comme ça, limite avec la bave qui coule sur le côté et tout. Enfin, c'est pas discret, quoi. Ce qui peut marcher au deuxième visionnage comme au premier, et ce qui, je pense, est la base du succès du film, c'est évidemment le côté monstre extrêmement créatif, avec toutes les métamorphoses, toutes les transformations de la créature, qui sont, en plus, avec des effets spéciaux magnifiques, le summum de l'animatronique et de la sculpture d'animatronique de l'époque. Enfin, c'est des formations qui sont particulièrement créatives, particulièrement monstrueuses. Ce qu'on a de plus en plus de mal à faire. On a de plus en plus de facilité à rendre les transformations, par exemple, mais les choses dans lesquelles les choses se transforment ont généralement des designs qui sont pas très intéressants aujourd'hui. On va notamment parler avec l'autre version de The Thing. C'est clairement ça l'aspect le plus marquant de The Thing, c'est cette créature dont tous les mondes se séparent et deviennent une créature différente et un petit truc différent, et à chaque fois la transformation est différente, on utilise une partie différente du corps, on la met dans un sens ou dans l'autre. C'est vraiment ça, clairement, le truc qui est cool, du coup, de The Thing. Et une fois qu'on dépasse l'aspect paranoïa, quand on revoit le film, c'est probablement ça qui attire les gens, du coup, c'est revoir ces scènes très grandioses, de gore, principalement, quoi, et de transformation. Mais c'est vrai que la paranoïa, pour moi, elle marche moins bien. Mais du coup, c'est vrai que voilà, ces créatures marchent bien. Un dernier petit point qui fait que chez moi, la paranoïa et la peur, même en général, ne fonctionnent pas du tout. Je trouve que la créature a un sens du dramatique extrêmement prononcé. Il y a des tas de situations où il suffirait que d'un seul coup, elle envoie des tentacules partout et elle réglerait le problème sans souci parce que tout le monde est bloqué à rien faire, à la regarder avec comme la mère l'enfrie. Et elle est là au milieu avec son bras derrière la nuque et son machin et son oreille qui repart de côté qui fait en train de hurler partout. Et tu fais quelque chose, bouge. Ça montre un côté très artificiel du coup au truc. Il y a des tas de situations où tu te dis là, la créature en étant aussi intelligente et aussi avec une telle volonté de survie qu'elle l'a, là, elle passe en mode attaque, elle défonce tout le monde, où il y a un truc qui va pas là, dans le comportement de la créature. Donc c'est peut-être un truc qui m'empêche un peu de rentrer dans le délire paranoïaque, la peur et tout le bordel. C'est peut-être ça. Et l'autre truc qui marche bien, je pense du coup sur le public, c'est McCready, qui est un personnage qui est présenté pour être particulièrement viril, badass. Je veux dire, le mec est littéralement introduit par de l'alcool et par la destruction et par des trucs de ce genre-là. Donc c'est vrai que c'est un truc qui est particulier, qui moi me plaît pas spécialement, mais j'aime bien par contre la deuxième moitié du film, quand il commence à être seul contre tous. Le personnage devient plus attachant à ce moment-là, pour n'importe qui, j'ai envie de dire. Au début, il faut apprécier les personnages un peu badass dans ce style-là, très style années 80, mais il faut apprécier ce genre de personnage, parce que ce sera souvent Kurt Russell avec Carpenter d'ailleurs, ce sera souvent un personnage de badass, mais je pense que si le film n'avait pas eu ça,
franchement, ça aurait été compliqué d'avoir un culte qui se serait créé autour du film. Le film d'ailleurs s'est planté en sortant en salle. La plupart des gens l'avaient trouvé assez grotesque en fait, plus que particulièrement gore ou violent, tout dans ce genre-là. Et je vous le dis, je pense que c'est parce que les personnages ont des comportements qui sont un petit peu trop exagérés, un petit peu trop clairement. Toi, on veut qu'il y ait un doute autour de toi, etc. Le truc qui peut être intéressant par rapport à McCready du coup et à cette question de masculinité, c'est donc comme j'en ai parlé dans le premier truc, le fait qu'il n'y a pas de femme dans The Thing. Et à la base, je m'étais juste fait le commentaire par rapport à l'original, du coup, en me disant, bah, c'est marrant, même l'original a pensé à mettre des femmes dans une équipe de scientifiques dans les années 50. Comment ça se fait qu'un film des années 80, il pense pas, du coup? Et du coup, en faisant quelques petites recherches, en regardant un peu sur Internet, j'ai vu qu'il y avait quelques théories comme quoi The Thing pourrait être axé autour de l'homosexualité. Personnellement, j'y crois pas des masses, hein. Mais il y a toute une histoire comme quoi ça pourrait être axé autour de l'homosexualité, que c'est pour ça qu'il y a que des mecs, que le problème et la paranoïa est principalement basé sur des comportements de mâles toxiques, des comportements très, très violents, etc., etc. D'un autre côté, j'ai envie de dire que tout ça est quand même très bien motivé par le comportement de la créature, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un truc un peu bizarre par rapport à ça. Il y a un lance-flamme qui est extrêmement phallique, mais peut-être que tous les lance-flammes sont phalliques comme ça. Il y a des trucs bizarres, effectivement, par rapport à ce travail de la masculinité dans le film, à cette absence totale de féminité. Après, j'ai vu des analyses qui partaient un peu loin, genre oui, tel personnage fait créer un double de lui-même à partir de son propre ventre, donc il enfante et c'est la naissance et du coup c'est machin. Tu vas chercher un peu loin là, à mon avis, mais ça pourrait, tu vois, quelque part, je vois dans un trip que ça pourrait être ça, mais j'ai du mal à être à fond sur l'idée que ça pourrait être juste ça. Certaines personnes ont sorti comme il y a un problème de test sanguin, etc., et de peur de la maladie, que ça pourrait être du coup par rapport à la venue du virus du sida. Si tu mélanges ça avec le truc de l'homosexualité, du coup il pourrait y avoir un truc. Je pense que c'est surinterpréter le truc. De base, il y a une question de paranoïa qui évoque en bonne partie la guerre froide, mais qui pourrait évoquer tout un tas d'autres paranoïas du coup en parallèle, et c'est à qui avait envie de faire la critique de mettre son délire à lui dans quel type de paranoïa ça pourrait dénoncer du coup. Est-ce que c'est spécifiquement une paranoïa par rapport à l'hétéronormisme, à la peur de l'homosexualité, etc. J'en suis pas sûr à 100%, et honnêtement je pense que c'est un peu de la branlette. Ce qui ne déplaira pas aux homosexuels, j'en témoignerai, mais je pense que c'est un peu de la branlette. Et du coup, voilà, c'est vrai que je saurais pas trop dire, du coup, pourquoi est-ce que ce fait est là, mais ce fait est un fait, c'est la seule version de The Thing qui n'a aucune femme. Et généralement, une décision pareille, ça a un sens. C'est pas... bon, bien évidemment, il y a certaines féministes qui vont dire que c'est du machisme primaire et qu'il faut cancel Carpenter, mais je pense qu'il y a un sens. Je pense qu'il y a une question à analyser avec le fait de n'avoir aucune femme dans le truc. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut arrêter d'avoir des délires de quotas et de machin dans les films, parce que des fois, justement, le but de l'histoire peut raconter un truc, justement, en ne mettant pas de femme, par exemple, en avant. Ça peut avoir un sens. Mais je vous avoue qu'il est un peu obscur pour moi en ce qui concerne ce film-là, donc c'est peut-être pas un bon exemple à donner. Mais c'est peut-être juste que comme je suis pas fan de The Thing, j'ai dû le voir 4 fois dans ma vie, y compris cette fois-ci pour l'analyse. Voilà, peut-être que j'ai juste pas compris quelle était l'allusion qui était faite, quoi. Un truc qui me plaît en termes de mise en scène, ou en tout cas de choix scénaristique, c'est du coup le symbole qu'il y a, et le côté intéressant en termes de scénario, avec l'équipe norvégienne du début. Pourquoi norvégienne? Il débarque avec un hélicoptère sur lequel il y a marqué Lock sur le côté, et je sais, moi ça me rappelle énormément Loki, Locke, comme ça. Et sachant que Loki est le dieu de la manipulation, de la trahison, et je crois que mythologiquement, il n'y a pas que dans Marvel, mythologiquement parlant aussi, il peut prendre l'apparence d'autres personnes pour manipuler les gens. Quand tu sais que tout le film va être basé sur une créature qui se transforme en d'autres personnes, le début avec un hélicoptère Loki et des Norvégiens au truc, il y a un sens qui est intéressant en termes de choix de mise en scène. Ça amène tout de suite le récit sur un côté un peu plus quasi mythologique, quoi, du coup, en faisant référence à ce truc-là. Et c'est aussi une très très bonne explication pour que les personnes du groupe sachent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un danger extrêmement grave et qu'il y a un truc qui va pas, sans pour autant pouvoir être mis totalement en alerte, en fait. Ensuite, en termes de mise en scène, je dois dire que le film est plutôt réaliste. Comme beaucoup des films de cette époque-là, on n'essayait pas de leur donner une patte particulière. On essayait généralement dans l'horreur de travailler l'ombre et la pénombre, mais même pas spécialement dans celui-ci. Les lieux sont généralement plutôt bien éclairés, mais éclairés de façon réaliste et naturelle, avec une lumière étalonnée sur le blanc. Et pas du coup d'ambiance particulière, même pas une ambiance un peu brumeuse, un truc dans ce genre-là. Il y a un côté très lambda, je trouve, dans ces images, qui, moi, du coup, me plaît pas vraiment. Et m'empêche aussi, encore une fois, de ressentir le stress, l'angoisse, la paranoïa, les trucs dans ce genre-là. Par contre, je trouve qu'il y a de très belles lumières dans l'extérieur de la base de recherche.
Cette lumière bleue qui éclaire tout le truc avec une grande lumière générale, je la trouve vachement intéressante et je trouve que ça fait du coup une lumière qui est beaucoup plus jolie que dans le reste du film où je la trouve assez lambda et pas très intéressante. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce film et à son histoire et à sa mise en scène. Un dernier petit détail, en ce qui me concerne, à la fin du film, il n'y a aucun doute par rapport à McCready. Par rapport à Childs, peut-être, mais par rapport à McCready, je vois pas qui peut douter de quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de moment où quoi que ce soit aurait pu se passer donc voilà, je comprends pas. Comment est-ce qu'il peut y avoir du débat là-dessus? On va finir sur John Carpenter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me demander, évidemment, est-ce que t'as vu tel film, et est-ce que t'as aimé? Donc on va faire la liste, il n'y en a pas des masses, et je vais vous faire très vite. Dark Star, son tout premier film, que je crois fait avec Dan O'Bannon, le mec qui a fait Alien. Il me semble que c'est un nanar comique, pas terrible, enfin, j'en ai aucun souvenir. Je l'ai vu une fois par rapport à une vidéo sur Alien, je me dis peut-être que ça pourra faire un truc intéressant à dire dans la vidéo. Et comme j'ai rien dit dessus, a priori, vous voyez ce que ça veut dire. Assault on Precinct 13, je l'ai vu et je l'ai aimé. Halloween, la nuit des masques, non, j'ai pas aimé, j'ai jamais regardé la saga Halloween et j'aime pas. Je sais qu'il y en a qui vont me demander, j'ai regardé le premier film, déjà ça m'a fait chier. Si déjà j'aime pas le premier, qui est celui qui est réalisé par un grand réalisateur, John Carpenter, donc, c'est qu'a priori, le reste de la saga, c'est même pas la peine d'essayer non plus. Je sais ce qui se passe, je sais ce qu'il y a dans la saga. Les films m'attirent pas. Le slasher de base comme ça. The Fog, je l'ai pas vu, je crois. New York 1997, oui, je l'ai vu. Il est classe, il est cool, il est très sympa. Christine, j'ai un gros doute sur Christine. J'arrive plus à savoir si je l'ai vu ou pas. Non, j'ai pas vu Christine. Starman, pas vu non plus. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, oui, je l'ai vu et je l'ai beaucoup aimé, il est là, je l'ai acheté en Blu-ray. The Prince of Darkness, le prince des ténèbres, non, je crois pas l'avoir vu celui-là. Invasion Los Angeles, They Live, oui, je l'ai vu et je l'aime et je le kiffe, c'est un de ses films à lui que j'aime le plus. Notamment pour la grande scène de baston de 5 minutes entre les deux mecs, qui pour moi c'est la scène qui résume mon travail depuis 8 ans en fait. C'est-à-dire se bastonner avec des gens juste pour leur faire mettre des lunettes et leur proposer de voir le monde un tout petit peu différemment. C'est une scène qui est très intéressante à ce niveau-là, cette scène de baston dure beaucoup trop longtemps pour absolument rien, et c'est justement pour montrer ça, c'est pour montrer à quel point c'est difficile de faire adopter aux gens juste un point de vue un tout petit peu différent du leur, pendant ne serait-ce que 5 minutes, même si c'est un pote qui leur demande, quoi. J'aime beaucoup cette scène-là. Les aventures de l'homme invisible, alors j'ai dû le voir quand il est passé à la télé, donc je devais être gamin, quoi. Mais j'en ai pas vraiment de souvenirs. Je ne saurais pas dire si je l'ai bien aimé ou pas. L'antre de la folie, In the Mouth of Madness, je l'ai en Blu-ray, il est vachement bien. J'ai découvert il y a 1 an ou 2 ans, je crois, mais j'ai surkiffé, c'était très très bien. Sur le pouvoir justement créatif, etc. C'est très, très très sympa. Le village des damnés, je suis persuadé que je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Son remake et l'original, je crois. C'est le truc avec les gamins avec les yeux bizarres, là. Il me semble qu'il y a un remake et un original, et je crois que je l'ai vu, ce film-là. Les deux. Escape from Los Angeles, je l'ai vu et je l'ai kiffé, moins que Escape from New York, ça dit. On commence à partir un peu trop en couille dans Escape from LA, c'était un peu trop space. Vampire, je crois pas que je l'ai vu. Ghost of Mars, je l'ai vu, mais si on m'avait dit que ça avait été réalisé par John Carpenter, je crois que je l'aurais pas cru, quoi. Ça fait un peu gros nanar, de Ghost of Mars. Et The Ward, l'hôpital de la terreur, je ne l'ai pas vu, ça pour le coup. Voilà. Et alors donc maintenant vient le remake, qui est aussi un prequel de 2011, qui s'appelle également The Thing, tout court, comme ça c'est pratique. Il y a d'autres séries de films comme ça, où tous les films ont les Halloween, où il y a 3 films qui ont les Halloween dans la même saga, etc. Le réalisateur de The Thing, version 2011, a un nom imprononçable, il s'appelle Matthijs van Heiningen. Junior. C'est-à-dire que le père s'appelle pareil. Donc il sait à quel point c'est compliqué, quoi. Il l'a transmis à son fils. Alors, je sais pas du tout qui c'est. Il a réalisé ce film-là et c'est tout. Ensuite, il a fait que des pubs et des courts-métrages, des clips, des trucs dans ce genre-là. Donc un illustre inconnu, très connu dans sa rue, nous a fait donc ce prequel remake de The Thing, puisque donc on nous présente ici l'équipe norvégienne, celle qui a foutu l'alien dans les pattes du film de Carpenter. On suit donc ce groupe de scientifiques extrêmement nombreux pour le coup, parce qu'il y a un peu plus de victimes, en bonne partie norvégiens, mais il y a quand même 3 Américains dans le lot, qui d'ailleurs ont pas particulièrement le beau rôle dans le film. La meuf a un plutôt beau rôle pour le coup, mais les 2 mecs, pas vraiment. Et pour le coup, ils ont pas détruit le vaisseau au début de l'histoire, contrairement à la nouvelle. Donc le vaisseau existe encore, et c'est ce qui va permettre un climax un peu différent. Le fait que ce soit un prequel est quand même un peu con, parce que il aurait pu faire comme le film précédent, simplement montrer des
des images du truc, ou alors une nouvelle équipe des années plus tard qui retombe sur sur le corps de McCready dans la glace, ou un truc de ce genre là, enfin ils auraient pu faire tout un tas de trucs, mais en même temps un prequel, il se bloque sur certains trucs de l'histoire, et ça colle pas trop, en fait t'arrives pas à les mettre l'un après l'autre, parce que ce qui est montré dans la version de Carpenter, tu l'as jamais vraiment vu arriver. Ce qui est montré dans les images vidéo, les mecs en cercle autour de la forme, ils le font pas du tout ici, puisqu'ils ont découvert une caverne avec le vaisseau, et donc ils se mettent pas en cercle autour d'un truc. Donc c'est pas l'équipe du film d'avant. Les deux seuls trucs qui sont vraiment présents pour la continuité, c'est... Non, trois. Il y a le corps qui est calciné à l'extérieur, le mec qui s'égorge à l'intérieur, mais alors tu n'as aucune explication sur pourquoi. Et puis le plus évident, c'est bien sûr le bloc de glace duquel est sortie du coup la créature, et le chien du coup. Et... c'est un remake qui reste plutôt honorable. C'est un remake qui essaye de faire sa propre sauce. Déjà parce qu'il se présente en tant que prequel, bien qu'il reprenne certaines des scènes qui ont eu lieu dans le film dont il est censé être le prequel, il les met pas dans le même ordre, il met pas les mêmes causes, il met pas les mêmes effets, il met pas exactement les mêmes créatures, c'est pas les mêmes designs, c'est pas les mêmes situations, enfin voilà, il essaye vraiment de créer un truc qui est plus personnel. Il a essayé de se débarrasser même du test sanguin pour trouver son propre test à lui, qui à mon sens est une erreur fatale, parce que le test il est pourri, enfin il propose pas beaucoup de tension en fait. Ou plutôt la tension qu'il met est artificielle. Et en fait c'est un peu souvent le truc et c'est un peu le talon d'Achille de ce film, c'est que il y a pas de stress à devoir ouvrir la bouche. Si tu sais que tes dents sont parfaites, évidemment tu vas stresser, mais là, tous les personnages à qui... donc le truc, je dis ouvrir la bouche comme ça, le truc c'est que en fait, l'héroïne, qui est jouée par Mary Elizabeth Winstead, découvre que la créature donc ne peut pas reproduire ce qui est non organique, donc les plombs et tout dans ce genre-là. Et du coup, pour tester au moins être sûr à peu près de certaines personnes qui pourraient être humaines, elle regarde leurs plombs. Et le truc c'est que toutes les personnes à qui elle demande d'ouvrir la bouche sont en flip absolu, y compris celles qui ont des plombs partout quoi. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que vous seriez en train de flipper pendant 10 minutes à ouvrir la bouche? C'est complètement débile, enfin ça n'a aucun sens. Et plutôt que d'ouvrir la bouche et de faire une scène qui dure 3 plombs en plus, elle pourrait simplement demander à voix haute qui ici a des plombs et qui ici a des dents parfaites, etc. Et elle aurait déjà séparé les deux groupes, ça aurait mis moins de temps quoi. Je crois qu'ils essayent de faire en sorte que ce soit effrayant parce que du coup il faut ouvrir la bouche, donc ils doivent se dire, bah ça fait du coup le truc de la créature qui peut ouvrir la bouche et t'attaquer. Si c'était le cas, ce serait vraiment extrêmement classique de la part de la créature de The Thing, de simplement mordre quelqu'un avec la bouche ou de sortir un truc de la bouche. Tu sens que c'est une tension qui est assez artificielle, et tu sens que la créature ne partirait pas en couille à ce moment-là, en principe, bien que le comportement de la créature soit un peu compliqué, et que grosso modo soit compliqué d'avoir de la tension par rapport à la créature, parce que tu découvres très rapidement qu'il n'y a aucune logique, en fait, dans la contamination de la créature. Tu es constamment au courant d'où est la créature et d'où sont les gens dans l'histoire, et pourtant, il y a des gens qui se font contaminer et tu sais pas comment est-ce qu'ils ont pu se faire contaminer. Tu vois aucun passage dans le film où ils ont pu être isolés avec un morceau de la créature, ou isolés avec la créature en général. La créature est bien séparée du reste, quoi. Donc, dès que t'as le premier cas révélé de créature, tu comprends que tu vas jamais pouvoir jouer avec les indices que t'as filé le film. Et du coup, ça fout en l'air tout le travail de tension qui pourrait être construit jusqu'à là et qui peuvent essayer de construire ensuite, parce que si tu n'as aucune base solide sur laquelle te baser, tu peux pas voir venir le truc, et donc, oui, le film te surprend avec ses retournements, ça arrive de là où tu le vois pas venir, mais tu le vois pas venir parce que ça a ni queue ni tête en fait. Pourquoi est-ce que ça a eu autant de mal à sortir? Je sais pas pourquoi, mais c'est ça le truc. C'est évident que les personnes qui se retrouvent contaminées n'ont pas pu être contaminées, et du coup, tu sais que tu peux pas porter attention à ça, en fait. Et c'est dommage, en fait, parce que le film essaie de faire plein de trucs comme ça, qui sabotent de lui-même, peut-être sans s'en rendre compte, ou volontairement, j'en sais rien. Au final, c'est très clairement plus un film de monstres, en général, qu'un film d'horreur, qu'un film d'angoisse, et en tout cas, qu'un film sur la paranoïa, par exemple, de qui peut être contaminé. Cette question-là, elle se pose pendant 1 à 2 scènes maximum. Pendant tout le reste, c'est essayer d'échapper à une créature, attaquer une créature, la créature qui essaie de s'échapper, enfin, c'est un peu toujours les mêmes trucs, quoi. C'est un film de monstre, c'est pas un film de ah là là, qui peut être machin. À chaque fois qu'une créature débarque, c'est de façon surprenante. C'est non seulement parce que tu sais pas que la personne peut avoir été contaminée, mais c'est genre au milieu d'une scène, et tu sais pas pourquoi, d'un seul coup, à ce moment-là, l'alien se révèle, parce qu'on a envie qu'il se révèle presque. Il trouve plus ou moins un prétexte pour le chef de la station, là, qui est plus ou moins inconscient.
mais genre, donc la première personne qui est contaminée, c'est dans l'hélicoptère, la personne, l'alien, est en train de rassurer un humain pour nous indiquer à nous, mais en fait, il doit pas être alien, il doit être humain, et en fait, c'est celui qui est en flip et en train de trembler comme ça qui doit être la créature. Don't worry. Hang in there. Et non, c'est le mec qui est en train de le rassurer, qui d'un seul coup se met à avoir le visage qui se sépare en deux et qui attaque. Et tu fais, pourquoi t'essayerais de rassurer? Et surtout, pourquoi lui? Enfin, il peut rien te faire de particulier, il est déjà mal en point, chope la manette ou un truc genre. Enfin, la créature est un peu conne quand même des fois. Autant dans la version de Carpenter, elle a le sens du dramatique, autant là pour le coup, elle est un peu conne par moment. Et donc c'est un petit peu le problème. Le film essaye de faire plein de choses, mais à chaque fois il se désamorce. Le film essaye d'être très réaliste au niveau scientifique. Encore une fois, il essaye de bien insister sur la formation de la personne, sur les discours par rapport à comment est-ce qu'on va procéder, etc. Donc il essaye de faire un peu hommage aux deux qui ont été faits avant lui. Mais du coup, il y a beaucoup trop de discussions, il y a beaucoup trop de parlotte, il y a beaucoup trop d'analyses, il y a beaucoup trop de passages qui se prennent limite poétiques, de contemplation des étoiles, tout ce genre-là. We'll never look at them the same again. Pour une équipe qui fait pas attention à maintenir la bonne température dans la pièce où ils mettent un corps congelé dans un grand glaçon, quoi. Justement, dans l'original, c'est un des gros problèmes du truc. Il faut très attention à ce que la pièce soit bien froide pour que du coup le truc puisse pas se décongeler et tout, et que ça reste bien pris dans la glace et que le spécimen soit pas contaminé ou qu'il puisse pas être abîmé en fondant ou un truc dans ce genre-là. Et eux, rien à foutre. Ils laissent le truc fondre tranquillement. Puis alors le truc fond à grosses gouttes et tout. Enfin, c'est vraiment des trucs un peu bizarres comme ça. Pareil, il y a des trucs qui sont mis en place et qui vont servir à que dalle. Il y a tout un passage où ils vont prendre un échantillon, un prélèvement, et ils font du coup une sonde avec une carotte, ils doivent percer dans la glace pour réussir à atteindre la créature. Et du coup, t'as une scène comme ça de 2 minutes, où tu les vois avec la foreuse en train de descendre dans la glace, peut-être, je sais pas, avec la peur que tout craque, ou un truc dans ce genre-là, mais il y a une scène de tension de 10 minutes pour qu'ils descendent au fond du truc, et qu'ils récupèrent un tout petit morceau du coup de la créature. Je me suis dit à un moment, ce petit morceau c'est peut-être ça qui contamine les autres du coup, mais ça revient jamais dans le film. Ça a lieu là, et après tu ne revois jamais le truc du film, et la personne qui récupère le morceau, c'est pas la personne qui est contaminée. Pareil, dans les trucs un peu aberrants et gratuits, ils sont en train de commencer à travailler une scène de tension, il y a l'héroïne Mary-Elizabeth Winstead qui a découvert la créature et qui sait où elle est, il faut la buter. Lars, donc le mec qu'on a retrouvé du coup dans l'introduction du The Thing de Carpenter, débarque, déjà avec un lance-flamme, sous la main, pour cramer la créature. Il est déjà tout équipé, il est déjà prêt, il est déjà au bout du couloir. Genre, il a déjà dû brûler quelqu'un quelque part à côté, qu'est-ce qu'il y a un truc? Il faisait quoi? À jouer avec son lance-flamme dans sa piole et pouvoir débarquer directement avec au moment où on a une créature qui est dans le coin, quoi. À moins qu'il y ait une ellipse qui soit passée à ce moment-là, mais enfin, si elle est passée, elle est très très bizarrement signalée. Et le problème de la créature en elle-même, bien sûr, la créature est en image de synthèse. Je dirais pas que c'est forcément un problème en soi, c'est que le design n'est pas très bon en fait. Là, du coup, on voit la créature telle qu'elle est sortie de la glace, presque. Et c'est de la créature basique à base de pattes d'araignée avec des grosses griffes au bout des pinces, enfin des trucs très basiques. Et cela dit, les designs de la créature de The Thing de Carpenter aussi avaient un truc très arachné de base avec des grandes pattes et des grands machins dans ce genre-là, mais là, enfin, t'as vraiment l'impression que ça fait genre araignée de mer ou un truc dans ce genre-là, et juste cette grosse patte là, cette grosse pince, elle est pas très ça fait plus griffe de dinosaure, enfin je sais pas, ça fait un design qui est très particulier pour cette créature, et c'est peut-être pour ça que Carpenter a pas voulu qu'on voit la créature dans la glace dans son film. Vous voyez, c'est intéressant du coup de faire tout le truc en un. Je crois que c'est pour ça que Carpenter a pas voulu qu'on voit la créature dans la glace, parce que il voulait pas montrer sa forme de base. La créature chez Carpenter, elle a ce côté plus effrayant que dans ce préquel, parce que tu sais jamais quelle est sa forme naturelle. Elle a jamais la même forme, quelle que soit sa transformation. Donc du coup, tu comprends pas quelle est sa forme d'origine, il y a un côté très mystérieux du coup à ce truc-là, et c'est peut-être pour ça qu'il a du coup changé le début dans sa version à lui. Et ce que tu peux du coup comprendre en voyant du coup ce que fait le préquel, tu te dis qu'effectivement, voir la créature de base, ça retire aussi un petit peu de son côté monstrueux, intéressant. D'un autre côté, il y a quand même un bonus ajouté très clair au fait que ce soit en image de synthèse, c'est la rapidité qui est conférée à la créature du fait qu'elle soit plus en animatronique, bloquée par des vérins hydrauliques et des machins genre là, par des pistons et tout le bordel, mais que là elle soit entièrement en numérique. Elle a donc une certaine liberté de mouvement, et elle peut être beaucoup plus rapide, elle peut être beaucoup plus brusque. Ça la rend beaucoup plus menaçante, du coup, tu vois que c'est un truc qui est très très dangereux. D'un autre côté, tu vois aussi que ça fait toujours pile poil ce qu'il faut pour que ça colle avec le scénario et pas que ça peut être vraiment les personnages en problème, genre la grosse tentacule là qui attaque tous les personnages, sauf ceux qui sont vraiment accessibles et pratiques, etc. Enfin bon. Et du coup, les mutations peuvent avoir lieu en un plan. C'est vrai que là, il faut constamment un cut dans la version de Carpenter pour passer de telle version de l'animatronique à telle version de l'animatronique à telle version du truc, etc. Là, pour le coup, ça peut avoir lieu en une seule image.
Le seul souci, c'est que c'est un film qui date de 2011 et que les effets spéciaux accusent la date à laquelle ils ont été faits. La créature elle-même, mais même toutes les matte paintings sur les grands environnements antarctiques, tu vois qu'il y en a beaucoup qui sont grugés, que c'est des montagnes rajoutées, des trucs sur Photoshop et des machins, parce que tu vois que les contours sont pas les bons. Enfin, voilà, c'est un film qui accuse un peu son époque. Cela dit, je dois dire quand même que pour un film de 2011 et pour un remake, il essaye aussi bien de rendre hommage à ses originaux que d'avoir sa propre personnalité et d'avoir ses propres trucs à proposer. Par exemple, toute la technologie des aliens qu'il montre dans le vaisseau a un côté assez créatif, assez intéressant, cette espèce d'ordinateur qui fonctionne comme la créature, qui peut se modifier lui-même, etc. Donc ils ont dû créer une espèce d'ordinateur quantique ou je sais pas trop quoi. C'est intéressant du coup de voir comment la créature peut influencer sa propre technologie et tout. Enfin, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est difficilement horrifique et ça instaure difficilement un sentiment de paranoïa tout de même. Il y a un truc que j'ai trouvé bizarre, justement avec un film qui essaie d'avoir l'air aussi original que ça. Alors déjà, l'intro est catastrophique. L'intro, c'est des scientifiques qui sont en train de se faire des blagues ultra grasses, terrible. Le signal de détresse qui est envoyé par le vaisseau de l'alien, c'est exactement le son de The Sunshine, qui est le son le plus distinct pour une balise du monde, donc faut le vouloir quand même de reprendre ce truc-là. Voilà pour ce qui est de ce retour sur la saga The Thing, à travers les âges, au cinéma. J'espère que ça vous aura plu, et que ça vous aura donné envie d'en revoir certains, d'en voir quelques-uns, etc., etc. J'espère que vous aurez appris des choses. Et je vous encourage à regarder les autres de mes vlogs sur des films rétro, les films inoubliables, etc. Si vous voulez avoir mon avis sur d'autres films qui sont déjà sortis. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. Ciao!